got North right clamp, South Fox, H top pass, 38 top gun BXP sweat. Let's go. First punt today. And it's a big one. Wow! Salut à tous et bienvenue chez le Punter. Alors, bonne année et meilleurs vœux. C'est vrai qu'on ne s'était pas vu depuis le changement d'année. La semaine dernière, on a décidé de en fait, ne pas publier d'épisode puisqu'on a eu des soucis techniques. Mais désormais, tout est réglé. Donc, pour aujourd'hui et le futur proche, tout devrait aller bien. Bref, les playoffs ont commencé ce week-end, la post-season, comme on dit en anglais. Donc, on va parler des matchs de ce week-end et on va adapter un petit peu le format de notre épisode. Beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à analyser. Donc, ne perdons pas de temps. Ready, set, hot! Alors pour les tops et les flops, on va pas vraiment parler de top et des flops, on va en fait passer en revue les différents matchs qui ont eu lieu jusqu'à aujourd'hui lundi, à l'heure où j'enregistre cet épisode. On ne sait pas encore le résultat de Pittsburgh contre Houston, donc forcément on va pas parler de ce match-là. Le premier match dont on va parler, c'est Carolina contre les Los Angeles Rams. Un match absolument incroyable, dans une ambiance de folie. C'est vrai que Carolina, ça faisait très très longtemps qu'ils n'avaient pas vu les playoffs. En plus, Cam Newton, véritable légende des Panthers, qui donnait on va dire le ton, quoi, avec le traditionnel pounding juste avant le coup d'envoi. Les Rams, en fait, qui ont dominé pratiquement toute la partie. Ils ont débuté très très fort, ils menaient 14-0 avant de laisser Carolina revenir peu à peu, avec un score de 17-14 pour les Rams à la pause. Tout restait à faire. Et Carolina, ils ont posé beaucoup de problèmes aux Rams. Ils arrivaient à trouver des espaces. Bryce Young, il a eu un match, on va pas dire extraordinaire, mais un très très bon match. Une page de touchdown, un rushing touchdown. Je crois que sa moyenne de yards par lancé, c'était la plus grande de toute sa carrière. Après, il a été bien aidé par Chuba Hubbard, le running back, qui était très bon avec 2 rushing touchdowns. Et les receveurs, T-Mac, Tyrone McMillan et Coker. Coker, je crois qu'il a marqué un touchdown. T-Mac, non. Par contre, il a été à la réception de plusieurs... il était auteur de plusieurs réceptions très très importantes. Et c'est surtout la défense qui posait question. Là, ils ont vraiment mis la pression à Stafford, constamment en mettant beaucoup de pression sur la ligne offensive. Le cornerback Mike Jackson, qui faisait peut-être le meilleur match de sa carrière, il a cassé je sais pas combien de passes, il a fait une interception aussi. Bref. Donc en fait les Rams ils s'en sortent. Pourquoi? Parce qu'en fait ils ont des joueurs très talentueux partout et surtout un quarterback MVP, Stafford. Son dernier drive là, où ils perdent, à ce moment-là ils perdent les Rams. Et là ils remontent 70 yards en 7 jeux, en moins de 2 minutes. Et après il trouve son tight end Parkinson à 30 secondes du terme. Bref, c'était vraiment une très belle performance des Rams. Il va falloir gommer quelques erreurs pour le prochain match, mais attention aux Rams. Passons aux Bears. Bears contre Green Bay, les Packers. Les Bears, en fait, sont comme des chats. Ils ont 7 vies. Une nouvelle fois, ils arrivaient à faire une remontada de fou, quoi. Et ils l'emportaient en toute fin de match. 25 points dans le dernier quart-temps. Alors qu'ils comptaient 18 points de retard à la pause, et les sensations n'étaient pas bonnes du tout. Green Bay, ils nous ont fait aussi une prestation Mr. Jekyll et Dr. Hyde, parce qu'en première mi-temps, ils étaient excellents. 3 premiers drives, 3 touchdowns. Et après, retour des vestiaires, 4 punts consécutifs. La défense qui fatiguait, ils commençaient à encaisser des points. Bref, les joueurs de Ben Johnson, ils vont prendre l'avantage pour la toute première fois de la rencontre en toute fin de match, à 1 minute du terme.
Et après, c'était de manière définitive parce que les Packers ne seront jamais capables de revenir. Et du coup, ce sont les Bears qui passent en demi-finale. Jacksonville contre Buffalo. Un peu comme les Rams, les Bills, ils ont vraiment souffert. Et ils s'en sortent avec un superbe dernier drive eux aussi. Et là aussi, forcément, quand tu as un quarterback de talent comme Josh Allen, tout est plus facile. C'est comme quand vous jouez à un jeu vidéo que vous avez le cheat code, en fait. C'est pareil. Et pourtant, Josh Allen, lui aussi, il a été mis sous une énorme pression de la ligne défensive des Jaguars. En plus, diminué à la main. En cours de match, il a été touché à la main. Sa throwing hand, la main avec laquelle il lance en plus. Et on sentait qu'il a eu du mal. Mais après, il n'a pas perdu ses jambes. 2 rushing touchdowns et une passe de touchdown pour Kincaid. Comme on a dit, une énorme pression sur Allen, mais Allen c'est autre chose quoi. Et même si son jeu au sol était dégueulasse aujourd'hui, le jeu au sol des Bills c'était horrible. James Cook il n'a rien fait. Les Jaguars l'ont complètement éteint. Mais après voilà, les Bills, beaucoup de talent dans cette équipe, beaucoup d'expérience aussi. Et on le voyait avec Allen qui réussissait dans les moments critiques, il connectait avec son receveur Khalil Shakir. Sous-coté ce joueur-là. Parce que le mec, 100% en réception. 12 fois ciblé, 12 réceptions complétées. C'est énorme. Brandon Cooks aussi était très bon. Bref, les Bills passent. Pas terrible, pas excellent, mais ça passe. Philadelphie, San Francisco. Et là, la première énorme surprise. Parce que le champion, c'est fini pour eux. Ils sont éliminés. En plus, ils jouent à domicile. Mais les 49ers, malgré leur liste de blessés qui est interminable, ils ont réussi à renverser les Eagles. Un match ennuyeux, hein. On va pas vous le cacher. La plupart du match était très très ennuyeux. Un véritable match d'échecs en fait entre Kyle Shanahan, qui est un peu un génie offensif, et Fangio, qui est le vrai sorcier de la défense. Comme on dit San Francisco, énormément de blessés, mais après, par contre, ils ont fait le boulot d'entrée, ils scoraient sur le premier touchdown, et après, ils vont aussi marquer sur leur dernière possession, sur leur dernier drive. Et pourtant, comme on a dit, beaucoup de blessés, il y avait beaucoup de second couteaux, des troisième couteaux, des baroudeurs, Erin Kendricks, le linebacker, qui est passé par je sais pas combien de franchises, qui doit avoir 34 ou 35 ans maintenant, et pourtant il a fait un très très bon match. Les Eagles, pourtant, ils allaient prendre l'avantage en deuxième quart-temps grâce à Goddard, qui d'ailleurs signe un doublé de touchdown, et puis après, plus rien. Ils n'arrivaient à rien en attaque. Ils marquaient leur seul point sur les field goals de Elliott, et c'est tout. Et après, déjà les San Francisco 49ers allaient reprendre l'avantage une première fois, en début de quatrième quart-temps, sur un trick play entre Purdy, Jennings et McCaffrey. Elliott redonnait l'avantage à Philadelphie, et après, une autre fois, à nouveau la même situation, où on a un excellent dernier drive, mené par un très bon quarterback, et McCaffrey une nouvelle fois, qui était à la conclusion de ce drive. Donc voilà, par contre, la seule mauvaise nouvelle de la soirée pour San Francisco, et la malédiction continue, c'est une autre blessure grave. George Kittle, le Titan, qui en fait souffrait d'une rupture du tendon d'Achille. Je sais pas, hein, j'ai pas lu aujourd'hui, je sais pas si c'est confirmé ou pas, mais en tout cas sur les images et les commentaires, on comprenait très bien que ça sentait pas très bon pour lui, quoi. New England contre Los Angeles Chargers. Match petit score, 16-3. Et c'est surtout Justin Herbert. Lui, quand on parlait de malédiction, lui par contre, 3 apparitions en playoff, 3 défaites. L'an dernier, pour la première année de Jim Harbaugh à la tête de cette équipe, ils arrivaient en playoff. Ils tombaient contre Houston, Herbert n'était pas bon du tout. Et hier soir contre New England, Herbert pas bon du tout non plus, quoi. Donc bon, après, on va pas enlever le mérite aux New England Patriots qui ont fait un très bon match, surtout en défense.
surtout en défense. Enfin, il faut voir le score. Hein. Quand vous arrivez à contenir un adversaire et leur lâcher que 3 petits points, c'est que forcément votre défense a fait le boulot. L'attaque a eu un peu plus de mal. Drake May aussi, une interception, un fumble et un ballon perdu. Après, bon, il s'est récupéré en fin de match avec cette passe de touchdown pour son tight end. Comment il s'appelle? Humphrey? Je ne sais plus le nom, j'ai sûrement oublié. Hunter Henry, pardon. Donc voilà, New England qui passe. Au prochain tour, donc New England, il devrait affronter, on ne sait pas. En fait, il va affronter le vainqueur de Pittsburgh contre Houston. Et après, on aura Denver qui, après le week-end de repos, eux, ils vont recevoir Buffalo. Du côté de la NFC, on va avoir Seattle qui reçoit San Francisco. Souvenez-vous, ils se sont rencontrés le week-end dernier. Et San Francisco s'était imposé Seattle s'était imposé à San Francisco. Ce qui leur donnait d'ailleurs le titre de division et le bye week ce week-end, quoi. Donc voilà, et après on va avoir un très intéressant Chicago contre Los Angeles Rams. Alors pour la palette aujourd'hui, on avait l'embarras du choix, mais on va parler d'une action, donc on a parlé un petit peu avant, c'était en fait le trick play de San Francisco et cette très belle action entre Purdy, Jauan Jennings et Christian McCaffrey qui se terminait par un touchdown du running back. On a dit une superbe action des 49ers qui en début de quatrième quart-temps allait prendre l'avantage au score sur ce touchdown. Donc comme d'habitude, on va regarder l'alignation, en fait comment ils sont alignés les joueurs, la formation pardon. Donc si on regarde sur cette image-là, on voit la ligne offensive, donc 5 joueurs. On voit qu'il y a 3 receveurs. Brock Purdy, on ne le voit pas très bien. Brock Purdy, il est sous le centre en fait. À côté de la ligne offensive, on a le tight end. Et comme on a dit, les trois receveurs. Au début de l'action, si on regarde la vidéo à nouveau, vous voyez qu'on a le numéro 9, Sky Moore, qui est au début aligné en haut. Il va venir derrière la ligne de scrimmage, puis faire semblant, en fait, il va revenir en arrière. C'est là où Purdy, en fait, lui transmet le ballon. Et après, il va passer à Jauan Jennings, qui, lui, va trouver en profondeur notre ami Christian McCaffrey. Ok. Alors, pourquoi c'est intéressant? Si on regarde sous notre angle, vous allez voir qu'en fait, on va voir Sky Moore arriver. Vous voyez, le petit signe de Brock Purdy avec la jambe, je ne sais pas si vous l'avez vu. Il fait un petit signe, c'est pour Sky Moore. Ok, c'est parti, commence ton mouvement. Et est-ce que, je ne sais pas si vous voyez là, mais il y a le numéro 33, Cooper DeJean, le cornerback des Eagles, en fait. On voit que là, c'est marquage individuel puisqu'il va suivre Sky Moore. Ok. Sauf que là, on voit que en bas à droite de notre écran, on voit que Cooper DeJean, en fait, il est complètement, on va dire, trompé par cette action. Comme le reste de sa défense. Hein. Regardons à nouveau sous cet angle-là. Donc, voilà. Regardons sous cet angle-là. Vous allez voir. On va. Ok, stop. On va arrêter là. Regardons Jennings. Jennings, en fait, on le voit, il est en haut de notre écran. Personne, lui, ne va le suivre. McCaffrey, pareil. McCaffrey, il part à l'aile. Et en fait, on a le safety, le 32, Blankenship. Il ne s'attendait pas du tout. Et il ne va jamais suivre McCaffrey. McCaffrey, il est complètement seul. Donc, forcément, la difficulté de cette action, déjà, à niveau offensif, c'est la coordination entre ces 3 joueurs, entre Purdy, Moore qui ensuite fait la passe à Jennings. Et après, Jennings, il faut qu'il lance la passe. Parce que là, si on regarde bien, il est presque aux 40 yards. McCaffrey, quand il capte le ballon, il est dans les 10 yards. Il est presque dans la zone. C'est presque une passe de 40 yards. Ça requiert des qualités de passeur. Et pour un receveur, c'est pas forcément donné. Donc voilà, une superbe action qui a complètement trompé les Eagles.
Bon, elle donnait pas directement la victoire aux 49ers, cette action-là, mais elle y contribuait énormément. Et en football universitaire, il y a beaucoup de choses à dire. Parce que depuis notre dernier épisode, il y a eu beaucoup de choses se sont passées. On a eu les quarts de finale à cheval entre le 31 décembre et le 1er janvier. Le 2 janvier, le portail des transferts qui ouvrait et pour 15 jours. D'ailleurs, une nouvelle fois, la NCAA qui brille par son intelligence, et je veux dire entre guillemets intelligence, parce que là, ce timing parfait. Imaginez les équipes là qui étaient dans les playoffs. Et qui en même temps les entraîneurs ils doivent préparer les playoffs et ils doivent recruter pendant le portail de transfert. Timing excellent, ne changez rien les gars. Bref, on parlera de ce sujet et on analysera les plus gros transferts. Peut-être on verra, peut-être dans notre prochain épisode ou dans 2 semaines, on verra bien. En tout cas, on connaît désormais les 2 finalistes puisque jeudi et vendredi il y a eu les demi-finales. Et dans la nuit du lundi 19 au mardi 20, ce sera Miami et Indiana qui s'affronteront pour le titre de champion national. D'ailleurs, commençons par Miami, les Hurricanes de U, qui déjà en quart de finale, le 31 décembre dernier, ils éliminaient le tenant du titre, Ohio State. Ils allaient martyriser les Buckeyes grâce à leur agressivité et l'intensité de leur défense. Tout ça alors que Ohio State, c'est peut-être le meilleur effectif du college football. Un effectif, que ce soit en attaque ou en défense, il s'est pétri de talent. Beaucoup de futurs joueurs NFL. D'ailleurs, prenez note parce que la prochaine draft, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait 14-15 joueurs d'Ohio State qui soient draftés. Et au premier tour, on pourrait très bien avoir 4 ou 5. Bref. En demi-finale, jeudi soir, Miami ils affrontaient Ole Miss. Ole Miss qui d'ailleurs, au tour précédent, avait éliminé Georgia. Au terme d'un match au suspense haletant. Pour moi, peut-être le meilleur match de la saison. Si vous avez l'opportunité de le voir, je pense que si ce n'est pas encore en entier sur YouTube, bientôt ça devrait l'être, un match extraordinaire. La demi-finale était pas mal du tout, un très beau match, et au final c'était Miami qui s'imposait en toute fin de match. Sur un drive, comme on dit, un drive qui définit les champions, et qui était conclu par leur quarterback, Carson Beck. Carson Beck d'ailleurs, rappelons-nous, c'était jusqu'à l'an dernier un joueur de Georgia, des Bulldogs. Et il s'était gravement blessé au coude dans les playoffs il y a tout juste un an. Et pour sa dernière année universitaire, il décidait de changer d'air. Alors peut-être attiré par le soleil de la Floride, mais aussi et surtout peut-être par l'offre de 4 millions de dollars en droit d'image. Carson Beck à Miami, donc, il nous a fait une saison en dents de scie. C'était pas très très bon. Mais là, en playoff, et surtout face à Ole Miss jeudi, il a prouvé, il a fait taire tous ses critiques, et il a prouvé pourquoi les Hurricanes lui ont offert un tel pont d'or. Pour les Rebels de Ole Miss, ok, ils étaient dominés par Miami, mais c'est vraiment pas passé loin. Vraiment, ils sont passés tout proches de la victoire, et ce, grâce à un joueur, le quarterback Trinidad Chambliss. Alors lui, c'est une histoire extraordinaire. Incroyable. Le mec, il était en Division 2 il y a encore un an. C'est son entraîneur Lane Kiffin qui l'a recruté par des vidéos. Il était censé être quarterback numéro 2 à Ole Miss cette saison. Bref, il a profité des blessures. Quand il a joué, il a été très bon. Et là, pendant les playoffs, pareil. Un véritable poison. Ni les Bulldogs de Georgia, ni les Hurricanes de Miami, ils allaient pouvoir le stopper. Excellent. Surtout ce qui se passait avec les Ole Miss, les Rebels. Ils méritent vraiment ce qui leur arrive. Rappelons-nous le départ de leur entraîneur, Lane Kiffin, juste avant les playoffs, pour signer à LSU d'ailleurs, le rival. En plus, il a mené dans ses valises plusieurs de ses adjoints, plusieurs coachs de l'attaque. Après, il y a eu un accord entre les deux universités, donc en fait, il y a pas mal d'assistants qui revenaient à Ole Miss juste pour les playoffs. Mais il faisait le retour avec LSU, parce qu'en même temps, il faut qu'ils recrutent pour LSU, il faut qu'ils soient sur le campus. Donc, bref, pas la meilleure situation, un superbe parcours d'Ole Miss qui malheureusement se termine en demi-finale.
De l'autre côté du tableau, on a eu droit à un derby du Big Ten entre Indiana et Oregon. À mon avis, et selon de l'opinion de beaucoup de médias américains, c'est les deux meilleures équipes de la saison. Indiana en quart, d'ailleurs, ils avaient anéanti Alabama, 38-3. Et là, face à Oregon, encore une fois, ils ont été sans pitié. Il faut remettre un peu les choses en contexte. Si vous ne connaissez pas la NCAA, et c'est complètement fou ce que je vais dire, mais en fait, Alabama, historiquement, c'est le Real Madrid, c'est le Barcelone, le Manchester City, qui vous voulez. C'est ce genre d'équipe-là dans le collège, dans le football universitaire. Une équipe dominante qui a gagné je ne sais plus combien de titres et qui fait partie des top 3 historiques en termes de victoire. Indiana, c'est le contraire. C'est une des pires équipes foot de l'histoire du college football et on parle depuis plus de 150 ans. Indiana était très connu pour son équipe de basket. Sauf que là, avec l'arrivée de Cignetti, tout a changé. Contre Alabama, c'était Indiana l'ogre. Et ils ont dévoré sans pitié Alabama. En demi-finale vendredi, Oregon, ils s'étaient qualifiés, ils avaient battu Texas Tech sans encaisser aucun point. Là, ils se sont fait dézinguer. 56-22. Ils ont fait des erreurs, c'est vrai, en première mi-temps. Il y a eu une interception sur le tout premier jeu. Interception, pick 6, touchdown Indiana. Après, il y a 2 fumbles qui coûtaient très cher aussi. Après, c'est ça le problème avec Indiana. Vous n'avez pas le droit à l'erreur contre eux. Ils sont chirurgicaux et ultra motivés. Ils tirent profit de chaque erreur. Ils sont super efficaces. Donc, la finale... Pour Indiana, ça se jouera à l'extérieur, parce que la finale aura lieu, en fait, à Miami. Mais Indiana sera favori. Et si c'est comme vendredi, on a vu que les fans d'Indiana, ils voyageaient dans le match là, qui était... où c'est qu'il était? Je crois qu'il était à Georgia, dans le stade de Mercedes-Benz, des Atlanta Falcons. 80% des tribunes, c'était les mecs d'Indiana. Ils vont voyager, ils vont aller à Miami pour la finale. Est-ce que ça va être 50-50? Est-ce qu'il y aura un avantage pour Miami? Miami, les Hurricanes, il faut dire qu'ils remplissent jamais leur stade du Hard Rock Café. Donc, ça ne m'étonnerait pas que Indiana compte là aussi sur le soutien de leur public.